différents artistes. Y a-t-il des questions brûlantes que quelqu'un veut poser tout de suite à un de nos conférenciers? J'ai été frappée par ce dont Gerald a parlé lorsqu'il a mentionné la notion de mouvement et de Navajo. On voyage à travers l'espace pour voir un mouton. On parle de voyage, de mouvement, et on a consacré une partie du film au tissage, mais ce qui était important, c'était l'activité, les déplacements. Ceci me rappelle une anecdote que j'ai entendue il y a un certain temps au sujet d'une chose très semblable. C'est l'histoire d'une femme du nord de la Californie qui enseignait le tissage. Et elle avait surtout des élèves non autochtones. Alors, au quotidien, on se rendait dans les champs, on revenait, mais chaque instant, chaque chose qu'on faisait était précédée d'une chanson. Alors, on allait couper l'herbe, on chantait une chanson, on revenait, on chantait une chanson, et tout le temps, les élèves chantaient. Ceci s'est produit pendant une semaine. Et un des élèves a posé une question. Il a dit au professeur, mais quand allons-nous commencer à tisser des paniers, à fabriquer des paniers? C'est pour cela que je suis venue ici. Et elle a répondu, et c'est très profond, un panier, c'est une chanson visuelle. Et ceci m'a frappé à plusieurs reprises. Ce n'est pas le tissage qui est important. Le tissage, c'est le résultat de la marche. Les paniers sont le résultat des chansons. Megan et d'autres conférenciers nous ont parlé d'une période au cours de laquelle les chansons ont été pratiquement éliminées dans toutes nos communautés. Il nous a fallu plus de 150 ans, à peu près, pour retrouver ces chansons. Nous avons survécu à l'annihilation culturelle et à toutes sortes d'autres processus. Et au cours des années 70, Robert Hull et moi-même participions à une conférence ici dans cette salle. Il s'agissait d'une conférence sur les artistes autochtones à travers le Canada, dans la région de l'île Manitoulin, par exemple. Nous étions un groupe d'artistes très engagés et en colère. Nous nous étions réunis pour parler de représentation et de financement. Plusieurs institutions culturelles étaient représentées ici et nous étions vraiment très aigris. Nous aurions dû être au Musée des Beaux-Arts du Canada, nous devrions être à la Galerie d'art de Toronto, c'est là que nous aurions dû aller. Mais nous étions vraiment vexés parce qu'ils ne nous ont pas écoutés. Rétroactivement, Robert, je me souviens que nous étions jeunes, nous n'étions pas sûrs de nous, il nous a fallu des années d'efforts. Nous étions là, étant jeunes, nous cherchions à retrouver ces chansons. Nous essayions d'exprimer ce qui nous manquait depuis une centaine d'années. C'était un moment critique pour moi, parce que j'ai commencé ma carrière et j'essayais d'exprimer ce qui nous manquait. Comment retrouver nos chansons? Il a fallu du temps, il a fallu 34 ans. Et au cours de ces 34 années, j'ai acquis de la maturité, pas seulement une maturité artistique, et nous avons commencé à comprendre ce qui manquait, nous avons commencé à comprendre notre rapport au reste du monde,
avec la communauté artistique. Nous avons compris les conditions qui nous avaient créé. Tout ce mouvement a été dirigé et mené par les artistes. Nous n'avions pas de conservateurs. Et je me demandais ce qui allait se passer lorsque les artistes disparaîtraient. Parce qu'au fil des années, ce sont les artistes qui ont attaqué le problème. Et c'était un moment critique donc pour nous. Il fallait que nous commencions à penser à tout ce que nous cherchions. Et beaucoup des expositions que nous avons vues ici sont le résultat de ce travail initial. Je n'ai pas rencontré tous les artistes qui sont ici, mais ce qui était important pour moi, et c'est probablement important pour cette exposition et pour le Musée des Beaux-Arts du Canada, il est important que la maturité du monde artistique, le travail des artistes, la redécouverte de ces chansons, et que les jeunes qui veulent participer à cette exposition, que tous, dis-je, recommencent à chanter à haute voix. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser? Mark Mayer. Diana, vous avez parlé de la brutalité du marché artistique et cela me rappelle ce qu'a dit 24 au sujet de son mentor, au sujet de cet artiste qui est allé participer à l'exposition Magicien du Monde et qui est rentré pour se suicider au Japon. Ce marché des arts est brutal pour l'artiste qui a besoin d'argent pour survivre. C'est également brutal pour l'artiste qui gagne beaucoup d'argent. Cela peut lui faire du tort, à moins qu'il ait beaucoup de force intérieure. Tout ceci est très important lorsqu'on pense au suicide de cet artiste. 24, je voulais vous demander si cette expérience vous a effrayé. Bien entendu, elle vous a attristé, mais quel a été l'effet sur vous personnellement? En avez-vous tiré une leçon et laquelle? En réalité, mon oncle, j'ai été inspirée par lui. Il m'a découvert lorsque j'étais un enfant, j'étais inspirée par la nature. Lorsque je suis arrivée à Bhopal, que je suis arrivée à la demeure de mon oncle à Bhopal, il est décédé, il s'est suicidé au Japon et je dois dire que j'ai été complètement bouleversée. Ma vie était tout à fait différente. J'ai été peintre de panneaux publicitaires. Les choses auraient pu aller de deux façons. D'une part, je pouvais respecter mes traditions. D'autre part, je pouvais entamer mon propre voyage, mon propre cheminement. J'avais gagné de l'argent en travaillant à différents emplois, mais je devais insister sur mes traditions parce que je n'ai jamais oublié mes traditions. Comment puis-je présenter mes mythes, mes pensées, mes traditions
sinon au moyen de l'art. Et mon oncle me disait tout le temps, fais de ton mieux, fais encore mieux, présente tes pensées on peut dire quelque chose à sa façon. Mais lorsque tu fais quelque chose, s'il te plaît, garde à l'esprit ce à quoi tu penses et mets-le sur la toile. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de nouveau, de mon propre chef, j'essaie de me demander comment je pourrais faire mieux. Je n'ai pas de mots pour exprimer les pensées de mon oncle. Et je ne peux pas en parler davantage. Parce que sans lui, je ne serais rien. Allez-y. C'est une question qui s'adresse à Megan et à Gerald. Il y a des boîtes, des glacières, et ce mot autochtone peut être une cage. Et il y a également cette idée de cosmopolitisme. Lorsque je parle d'autochtone, ça n'existe pas vraiment parce que c'est en train de devenir homogénéisé. Mais nous pouvons essayer de trouver des points communs. Et quels sont ces points communs? Cela peut causer des tensions vis-à-vis le cosmopolitisme. Alors, quel serait le contenu de tout cela lorsqu'on cherche à créer une communauté ou une identité internationale? Est-ce que ceci tient compte des aspects spécifiques? Et comment être autochtone peut-il se rattacher à une notion de vie cosmopolite? Je ne sais pas si je peux répondre à votre question. J'aime cette notion d'autochtone et de cosmopolite. On a un artiste qui ne voulait pas être qualifié uniquement comme Maori. Il disait que ce n'était pas la seule façon d'interpréter son œuvre. Il travaillait à plusieurs niveaux. Et en Nouvelle-Zélande, il y avait des artistes maoris qui se percevaient comme artistes contemporains et qui ne se laissaient pas enfermer par ces idées. Je ne dis pas que tout le monde doit se laisser enfermer dans ces boîtes que vous avez mentionnées. En Nouvelle-Zélande, je pense qu'il y a une spécificité culturelle, mais cela ne doit pas nécessairement être l'homogénéité, parce que vous avez des notions qui changent et cela peut être interprété de différentes façons à d'autres endroits. Il y a des interprétations qui peuvent être très différentes. Et ceci peut nous ramener aux iwis, à des catégories plus petites encore. Mais certains artistes savent qu'ils sont d'abord des membres d'une communauté, des êtres humains. Et cela nous ramène à des notions homogènes. De la même façon, je n'arrive pas à tout comprendre ce qui se passe ici. Il y a des points de référence différents, mais
il n'y a pas eu la même expérience coloniale partout. Il y a eu une évolution qui s'est faite dans des sens différents. Et je ne pense pas, je crois qu'il s'agit d'une occasion importante. En Nouvelle-Zélande, je suis conservatrice d'art autochtone, mais pour moi, ça signifie que les artistes ont un rayonnement international qui peut s'adresser à d'autres personnes. Ils peuvent nous enseigner des choses différentes. On peut aller de cette façon. Mais pour nous, il est extraordinaire d'aller d'un endroit à l'autre et de voir des chemins semblables à l'autre bout du monde. J'ai été très étonnée de trouver des noms d'artistes néo-zélandais dans des catalogues. Les solutions qu'ils ont trouvées étaient très semblables. Mais ces artistes ne se connaissaient pas. Je trouve que cette exposition a un impact extraordinaire. Cette question, donc, s'adressera à Gerald. Vous avez parlé de la linguistique et de l'étude de la langue navajo. Le corps est un réceptacle et il y a des gens qui pensent que la langue contient le sens des actes. Nous trouvons certains mots semblables dans les récits de la création. Je voulais vous demander comment vous pouvez trouver un sens à l'étude des langues et appliquer cela aux gestes posés par un artiste. Il s'agit à ce moment-là d'une énergie mentale. Je voudrais pouvoir répondre à une aussi bonne question. Avec tout le respect que je vous dois, il s'agit d'un piège merveilleux. Je ne cherche pas à répondre, je crée un sentiment de présence. Je dois souligner que j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question parce que ce sont les mots dont vous parlez et il n'est pas possible de les décortiquer. Je ne suis pas ici pour jouer aux grands spécialistes. Si vous connaissiez la réponse à cette question, vous n'auriez pas à la poser. Il m'arrive assez souvent de travailler et de ne pas connaître les réponses. Mais je vais essayer d'en parler. Alors, je dois découvrir le mot, pas au sens colonial, bien sûr. Vous savez tout ceci, vous lisez un livre, 10 ans plus tard, vous le relisez, et vous vous dites, mais pourquoi ce livre m'a-t-il plu? 10 années plus tard, vous le lisez encore une troisième fois, et là, vous vous dites, c'est l'œuvre d'un génie. Et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui m'arrive à moi lorsque nous lisons, nous entendons des mots dans un contexte différent, armés d'une expérience différente ou plus complexe? C'est
mon côté créateur, je pense. Alors que je me rapproche de la fin, pas de cette conférence, mais de ma vie, on pourrait penser que je sois plus sage, que je comprenne mieux les choses. Non, je n'en suis pas sûre. J'ai simplement d'autres histoires à raconter qui s'inspirent des histoires précédentes. Ma grand-mère, par exemple, a épousé un aveugle après avoir été abandonnée par son mari. Un aveugle 20 ans plus jeune qu'elle. Je suis rentrée du service militaire, j'étais en congé, j'étais très fière de porter l'uniforme, j'espère être remarquée. Non, elle m'a traînée dans la cuisine et elle m'a dit « Ne lui dis surtout pas de quoi j'ai l'air ». Je lui ai promis, mais 1 heure ou 2 plus tard, je me suis rendu compte que j'avais un certain pouvoir sur elle pour la première fois dans le contexte de ma relation avec Alice. Je ne l'ai jamais exploité. Alice et son ami aveugle, 1 fois par semaine, prenaient le bus pour se rendre en banlieue à Minneapolis et descendaient au dernier arrêt. Allait frapper à quelques portes, ne se rendait jamais plus loin que la 2e ou la 3e porte. Quand une femme seule les faisait entrer pour les inviter à manger et parlait de sa famille et des enfants, etc. Et je voyais ma grand-mère plus tard et je lui demandais, bon, qui as-tu rencontré cette fois-ci? C'était très intéressant. Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait tout de suite. Ça m'a pris 10 ans. Et après y avoir réfléchi, je me suis rendu compte que cette femme extraordinaire se rendait en banlieue pour faire du travail social, finalement. Lui vendait des balais. Ils n'ont jamais vendu un seul balai, mais il faisait du travail social et ça lui apportait énormément de valeur. Et je ne me suis malheureusement pas rendu compte de la puissance de cela avant sa mort. Je vais vous raconter une autre histoire qui en fait décrit bien ma vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été par hasard, sauf les erreurs stupides. Beaucoup de choses stupides, mais j'ai réussi quand même à échapper à bien d'autres. Alors voilà. Je vais manger chez quelqu'un qui... en fait, chez ma grand-mère, et elle me montre des boîtes de conserve sans étiquette. Et elle me dit, Jerry, quels légumes aimerais-tu? Ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Elle dit, je ne sais pas. Elle et son amie allaient à un endroit où on leur vendait des aliments endommagés, des boîtes endommagées. Les produits les moins chers, bien sûr, étaient ceux qui n'avaient plus d'étiquette. Donc, 1 cent ou 2 par boîte de conserve. Et donc, ils en faisaient de grandes provisions. Mais pas uniquement parce que c'était bon marché, c'est parce qu'ils aimaient la surprise. Donc, il y avait des pois, du maïs, ça n'avait pas d'importance. Tout goûtait pareil de toute façon. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée de dire, cher directeur du Musée des Beaux-Arts du Canada, que vous demandez quelque chose. J'étais très désolée par rapport à mon oncle. J'ai eu le cœur brisé. C'est la première fois aujourd'hui que j'ai fait ce genre de grande conférence. Et oui, ça m'était arrivé à Delhi, mais je dois vous présenter des excuses. La prochaine fois, ce sera mieux.